Margot! Oui, je suis très contente. Ouais, mais moi aussi, je suis super contente. Trop bien. On a essayé plusieurs fois de se voir là. Maintenant, c'est la bonne. Exactement, c'est la bonne. Et je suis trop contente de te recevoir pour plein de choses. Et parce que ton énergie, je savais que ça allait matcher. Je savais que ça allait matcher. Moi aussi, clairement. Donc voilà, on sait. Donc Margot, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Du coup, moi, c'est Margot, j'ai 24 ans et j'accompagne des femmes à lancer une activité et à en vivre. Donc, j'ai 2 profils actuellement. Les femmes qui n'ont pas d'idée de business, qui simplement voient passer des meufs sur Instagram, se disent « Ah, moi aussi, je veux être libre, indépendante, etc. » et qui, du coup, savent pas du tout quoi lancer. Donc, on les accompagne à trouver une idée et à la lancer. Ou des femmes qui sont déjà freelance ou qui sont déjà en activité, mais qui n'arrivent pas à en vivre, qui n'ont pas encore assez de clients. Dans ce cas-là, on va les aider à développer leur activité et à réussir à en vivre. Quoi. Trop à travers Boost Ton Biz, du coup, c'est mon programme. Ah bah, voilà. Boost Ton Biz, c'est limite toi, non? C'est moi, c'est ma vie, voilà, c'est l'extension de qui je suis, vraiment. C'est un truc de malade. Vraiment, tu te l'es pas fait tatouer quelque part? Non, mais c'est sûr que j'aurai un tatouage au nom de Boost Ton Biz un jour, vraiment. C'est obligé. Ça fait 2 ans et demi là, que c'est mon seul et unique, ma seule et unique obsession, vraiment. C'est ouf, c'est ouf. Mais de toute façon, j'ai plein de questions à te poser. Limite, tu pourras aussi appeler tes gosses Boost et Biz. Mais voilà, Boost Ton Biz, nickel. Nickel, c'est bon. T'as déjà les prénoms. Tu sais que je me suis quand même fait tatouer. Je sais pas si tu vois le logo du podcast, enfin des locomotives, il y a une fumée. Ouais. Voilà. Et dans le dos, je me suis fait tatouer la fumée. Mais incroyable. Mais tu sais que là, tu viens de me faire penser à un tatouage Boost Ton Biz. Faut que je réfléchisse. T'es pas forcément Boost Ton Biz, mais réfléchir à un truc significatif, tu vois. Tu vois, il y a un truc à faire. De ouf. Très bonne idée, ça. Ouais. Excellent. Non, mais un truc à faire. Absolument. Donc Margot, c'est ouf. J'adore cette phrase. Margot, elle a 24 ans. On peut dire elle est millionnaire ou pas? Bah, je sais pas trop, je pense. Moi, je me dis oui, mais ouais, je suis millionnaire. De toute façon, t'es faite pour ça, Margot. C'est pas possible autrement, tu vois. Genre. Et si je sais pas exactement c'est quoi la définition de millionnaire en vrai. Genre, est-ce que c'est mais en tout cas, si je le suis peut-être pas encore maintenant, je vais l'être à coup sûr, quoi. Mais bon, donc c'est ouf quand même. C'est parce que t'as 24 piges, quoi. Est-ce que t'as l'impression de vivre la vie d'une nana de 24 ans? Je pense que je me rends plus très compte à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour moi, 24 ans, 26 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est à peu près pareil. Enfin, dans le business, en tout cas, c'est pareil. Je me sens pas plus jeune et je pense pas que j'ai la même vie que les autres gens de mon âge, mais vu que je les fréquente plus et que je reste vachement dans une sphère entrepreneur, je me rends plus trop compte que c'est anormal ce que je fais. Ouais, bien sûr. Tu côtoies maintenant, d'ailleurs hyper intéressant. Donc on va revenir, tu vois, sur l'intégralité de ton parcours, qui tu es, comment tu as grandi. Moi je connais un peu ton histoire évidemment, mais du coup on va en reparler pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi tu en arrives là aujourd'hui, etc. Mais du coup petite question en amont, est-ce que tu as changé littéralement d'entourage? De ouf. 100%. Ouais. 100%. Mais de quand, mais malgré moi, enfin c'était pas volontaire de ma part, mais en gros moi je l'ai déjà un petit peu raconté, mais avant j'étais hyper très fêtarde, très pas du tout dans un truc d'ambition, de projet, etc. quand j'étais étudiante, même de tout mon lycée, toutes mes études. Et en fait, j'avais un entourage qui était comme moi, du coup. Et on se tirait pas forcément vers le haut, même on se tirait un peu vers le bas. Enfin, il y a personne qui était très motivé. Et du coup, quand je suis partie en Australie, c'est là où je me suis dit, bon, je vais arrêter le droit, je vais lancer un projet, je vais me mettre à fond. Et du coup, je suis rentrée en Australie. Et à partir de là, petit à petit, je me suis rendu compte que les choix que je faisais ne leur plaisaient pas à eux. Ah oui. Et plus moi je commençais à développer mon truc, plus je commençais à me mettre sur par exemple mes premières stories face cam, j'ai appris que genre ils se les envoyaient en mode la honte, regarde, trop gênant, alors que c'était mes potes depuis le lycée, tu vois, même depuis le collège des fois. C'est horrible. Et du coup et au plus moi ça a commencé à marcher, au plus j'entendais des trucs parce que j'ai juste ma meilleure pote que je garde, enfin c'est ma meilleure amie, je la considère, enfin c'est comme ma sœur, tu vois, et elle est encore un peu pote avec eux, du coup c'est elle qui me racontait tout ça. Et donc de fil en aiguille, petit à petit, un par un, j'ai fait le tri. Et pareil, j'étais avec mon ex aussi de l'époque qui j'ai aussi fait le tri parce que pour la même raison il a pas supporté le développement de mon activité, etc. Donc pareil, j'ai fait le tri. Et là du coup j'ai un entourage 100% nouveau et entrepreneur, tu vois. Incroyable. Ce qui est très cool, j'ai réussi à rencontrer depuis quasiment 4 ans maintenant des personnes en qui je peux avoir grave confiance. Il y en a pas beaucoup. J'ai plein de connaissances, mais les gens en qui je fais vraiment confiance, il n'y en a pas énormément, mais je me sens beaucoup mieux comme ça. Ma famille me soutient, donc en vrai... Et comment tu as construit ce réseau? C'est une question qui revient souvent et tout le monde n'a pas la capacité de se créer un réseau à son image, surtout quand tu es entrepreneuse. Comment tu as créé ton réseau d'entrepreneurs? Mec, majoritairement déjà? Ouais. Mais de plus en plus de meufs, que je rencontre de plus en plus de meufs. Mais moi, en fait, c'est beaucoup sur Instagram.
que j'ai rencontré la plupart des gens, justement en suivant un tel, et en envoyant des messages, répondant en story, etc. Et au début, j'ai commencé comme ça. Quand je me suis lancée, j'ai envoyé plein de messages, que ce soit à mes clients potentiels, à mes concurrents, à des gens que je trouvais stylés. Et du coup, j'essayais vraiment de connecter comme ça partout. Et j'ai grave développé mon réseau sur Instagram. Et au bout d'un moment, quand tu parles avec quelqu'un sur Instagram pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, tu te dis, bah vas-y, viens, on va boire un café, Bien on sûr. se voit. Et du coup, bah, tu manges avec un telle personne, qui ramène telle personne. Et puis, petit à petit, du coup, j'ai développé mon réseau comme ça, en partant d'Instagram. Et en acceptant... maintenant, je le fais plus du tout, mais au début, j'acceptais toutes les propositions, les soirées, les invitations, les repas, les dîners, etc. J'allais un peu partout. Trop bien, mais t'as bien fait. Et voilà. Et ouais. Donc c'est comme ça que j'ai développé. Maintenant, je le fais un peu moins parce que j'ai moins besoin, moins envie de rencontrer tout le temps un max de personnes. Mais ça m'arrive encore de ouf. Et je pense que c'est méga important. Important. C'est trop important. C'est hyper important. Moi, je m'en rends compte à peine aujourd'hui. Tu vois, j'étais un peu... Moi, je peux être très loup solitaire. J'adore, je suis hyper sociable de base. Tu vois, j'adore les gens. J'aime vraiment les gens. J'en discutais tout à l'heure avec James. J'aime foncièrement les gens. J'adore. Tu vois, je veux tout savoir, je veux tout comprendre. Je pense qu'il y a vraiment du bon en chaque personne, entièrement majoritairement. Tu vois, je suis hyper curieuse. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que j'ai ce podcast. Tu vois, c'est sûr. Et c'est pour ça, je pense qu'il a décollé de ouf. C'est parce que je pense que les auditeurs sentent à quel point je m'intéresse à la personne. Et souvent, tu vois, on m'a dit, putain, mais Sandra, jamais on s'est intéressé autant à moi. Tu vois. C'est ouf. Et bref, je m'écarte, mais tout ça pour dire que j'avais pas forcément trouvé le truc pour développer mon réseau. En plus de ça, je m'étais barrée de Paris, donc pas évident. Mais là, ça a grave changé. Enfin, depuis septembre, les choses ont bien changé. Et c'est quoi du coup qui a fait que je suis tout le temps à Paris. Tous les mois, je suis à Paris et du coup, forcément, tu rencontres vachement plus de monde. Maintenant, on filme les podcasts, donc je rencontre toutes les nanas en vrai. Donc, tu crées des liens vachement plus forts, tu vois, vite quoi. Carrément. Donc, rien à voir. Carrément. Donc, hyper important de se créer un réseau à ton image qui t'aide justement à atteindre tes objectifs, etc. C'est ça. Ta vie d'avant, t'en as déjà parlé vachement, mais du coup, je veux bien qu'on revienne là-dessus. C'était quoi Bon, t'es toute jeune, j'aime pas dire ça, ça fait hyper chiant, mais t'es jeune. T'es jeune. T'as quel âge, toi? Je sais même pas. Moi, j'ai 34. Ok. J'ai 10 ans de plus que toi. Tu fais beaucoup moins. Vraiment. Mais largement. Je sais que j'aurais dit 26 en vrai. Oh putain, tu sais que sincèrement, en plus. Sincèrement. Arrête. Je te jure. C'est pas vrai. Ah ouais. Mais tu sais que j'ai un gosse aussi. Hein. Mais non. Mais si. Je suis choquée. Mais bien sûr. Je suis choquée. Ok. J'ai un petit mec, Mais non, il a quel âge? Il a 4 ans et demi. Putain, c'est ouf. Ouais. Tu fais tellement plus jeune. Mais tu sais qu'à chaque fois que je viens à Paris, tout le monde me dit, mais t'as quel âge? T'as 28 ans? Je suis là, mais pas du tout en fait. Mais oui. J'ai l'impression d'être une daronne, c'est horrible. Mais waouh. Bah écoute, trop bien. Mais 26 ans si tu veux, ouais. Mais non, mais très bien. C'est cool, voilà, c'est top. C'est trop cool, j'adore. J'adore. Mais du coup, si on revient à toi, donc Margot, ado, déjà, est-ce que tu as ce trait de caractère d'ultra ambitieuse de base ou pas? Zéro. Non, alors, je pense que non. Je l'avais quand j'étais plus jeune, par exemple, quand j'étais toute petite, je voulais faire chef d'entreprise, être riche et être patronne quand j'étais bébé. Bébé, mais c'était vraiment. Non, mais vraiment, c'était quand à l'école on me demande ce que tu veux faire. Moi, je voulais être patronne et être riche. C'était vraiment. Quand même, tu vois, il y avait quand même ce truc. Je pense qu'il y a un truc un peu inné, tu vois. Mais après, en fait, j'ai perdu cette ambition parce que je savais pas quoi faire, j'aimais pas grand-chose. À l'école, c'était pas ouf. Je savais pas ce que j'avais envie de faire. Le CDI, j'ai jamais aspiré à être dans des grandes boîtes. Ça me faisait déjà angoisser à l'époque, mais je me rendais absolument pas compte qu'il y avait un autre chemin possible, en fait. L'entrepreneuriat, j'ai découvert quand j'étais en Australie. Et donc, du coup, tout mon collège, lycée, fac, je me disais, je suis condamnée à faire un truc qui va me saouler, mais je vais le faire parce que j'ai pas d'autre choix. Et du coup, j'ai perdu la flamme de faire des trucs incroyables. Enfin, c'était pas dans mon champ des possibles de faire autre chose. Du coup, j'ai complètement perdu mon ambition. Je faisais du droit parce que ma mère, elle m'avait dit, voilà, tu auras plein d'ouverture à la fin, tu pourras faire plein de trucs. Donc j'ai suivi un petit peu. C'est ambitieux quand même de se lancer dans des études de droit. Ouais, oui. Mais j'avais la chance clairement d'avoir des facilités à l'école, d'avoir des bonnes notes sans faire grand chose. Donc le droit, c'était, je savais que si je m'y mettais un petit peu et que j'apprenais mes cours, ça allait le faire. Mais ça me faisait zéro kiffer, quoi. Du coup, j'ai passé. Je pense que ça a été un peu niveau mood, ça a été de pire en pire. Collège, ça va, lycée un peu moins bien, et fac, c'était cata. Parce que justement, j'avais toujours eu envie de trouver un truc qui me faisait kiffer, de kiffer ma vie, de vivre une vie de ouf. Mais avec les possibilités qu'il y avait dans ma tête à ce moment-là, je me disais, c'est juste, je suis condamnée à suivre. Et je me demandais, mais
pourquoi est-ce que les gens autour de moi ont pas l'air emprisonnés, pourquoi ils comprennent pas, pourquoi ils ont tous l'air d'être dans des études de droit, d'être trop contents, d'avoir trop hâte de trouver un taf, de devenir avocat. Donc, tous les gens autour de moi étaient trop passionnés avaient l'air trop passionnés par ça. Et j'étais la seule personne qui se posait ces questions, je pense, à ce moment-là dans mon entourage. Et je me disais, mais c'est pas possible que je sois la seule à pas trouver ma place là-dedans, tu vois. Et j'ai compris plus tard qu'il y avait plein de gens qui avaient choisi une voie différente, mais moi, à ce moment-là, je la connaissais zéro, et du coup, c'était pas évident, quoi. Ouais, on est hyper mal informés. Mais tu vois, effectivement, je lis un livre en ce moment qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. Ouais, j'ai déjà lu. Ouais. Voilà. Ouais. Donc la voie lente. C'est ça. Et hyper intéressant. Enfin, hyper intéressant. On le sait déjà, mais je pense que tout le monde ne le sait pas parce qu'on n'est pas informé vis-à-vis de ça. Mais aujourd'hui, tu regardes les gens qui ont vraiment fait de l'argent. C'est pas des salariés, tu vois. Enfin, tu peux pas devenir millionnaire ou extrêmement riche en étant salarié. Ce n'est pas possible, en fait. Non, vraiment. Donc la seule voie, une des seules voies les plus rapides et les plus faciles, entre guillemets, c'est l'entrepreneuriat, quoi. Et je trouve ça tellement incroyable qu'on nous en parle à aucun moment. C'est fait exprès, je pense, non? Ouais, je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Mais je me demande ce que ça ferait si tout le monde avait ce choix-là au début, tu vois, parce que je pense pas que ce soit mauvais. Même que tu vois qu'il y ait de plus en plus de freelance au lieu de salariés. Moi, par exemple, je bosse que avec des freelances. Ça se passe super bien, tu vois. Grave. Genre, c'est la vie. Et ils ont pas l'impression, je sais absolument pas à quelle heure ils commencent, à quelle heure ils terminent, combien d'heures ils font, je les paye pas à l'heure, je les paye pas le résultat, mais ce que j'ai envie ce qu'elles ont à faire dans le mois. C'est pas du tout cadré comme une entreprise, je les laisse faire leur vie. Bien sûr. Si elles veulent bosser la nuit, elles bossent la nuit. Et je pense que les gens sont plus heureux comme ça, les salariés, je pense que tu t'interroges 100 salariés, t'en as même pas la moitié qui te dit ouais, je kiffe me lever le matin, aller à mon taf, etc. Et il manque de reconnaissance, il manque de gratification, même financière, mais même ils ont zéro prise de responsabilité. Je pense qu'ils se font chier en vrai dans leur taf. Et moi, je me dis est-ce que le monde entrepreneurial le monde tout court serait pas mieux si il y avait plus de gens qui avaient la possibilité de faire leur taf en freelance dans d'autres conditions, tu vois. Complètement. Et d'ailleurs, ça évolue vachement. Tu vois, il y a de plus en plus de personnes qui font leur job en freelance, de plus en plus d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, donc ça c'est génial. Carrément. Ça veut pas dire que c'est facile, non. C'est vrai que tu as plus quand même de liberté de créer, de t'exprimer, d'être toi, de créer ton quotidien sur mesure. C'est game changer, quoi. Pour au final faire le même travail que tu pourrais faire en salarié, tu peux le faire en freelance, quoi. Exactement. Et ouais, je trouve ça incroyable. Et moi personnellement, du coup, en plus, ça m'arrange que le vent soit en train de tourner. Moi aussi, je te rassure. Bah oui, voilà. Parce que du coup, de plus en plus de gens veulent devenir freelance, veulent se lancer, et c'est tout bénef pour complètement nos bis, quoi. Et puis pour eux aussi, c'est bénef pour tout le monde, quoi, clairement. Complètement. Il se passe quoi quand tu fais tes études de droit? Tu t'emmerdes? Je me fais chier. Ouais. Tu te dis waouh, qu'est-ce que je fous là, j'imagine? C'est ça. Tu vas au bout ou pas? Je me rappelle. Je fais 3 ans seulement. Ok. Je vais au bout, mais vraiment ramant. Tu rames. Je rame, je dis à ma mère tous les 2 mois, il faut que je change, il faut que je trouve autre chose. Et ma mère, elle est, maintenant elle a pas eu le choix, mais elle est hyper carriériste. Et en fait, moi par exemple, je lui disais, je vais essayer de voir peut-être pour un DUT, plus dans le commerce, etc. Elle me disait, non mais c'est mort, tu vas pas passer de fac de droit à un DUT. Non, c'est mort, tu restes en droit et tout. Ah non, mais elle faisait quoi? Ma mère, elle est prof des écoles, genre rien à voir, tu vois. Mais elle a développé pour moi. Oui, non, mais voilà. Pour moi et mon frère, elle avait des plans prédéfinis qui ne se sont absolument pas passés comme elle l'avait imaginé finalement, parce que moi, très vite, en partant en Australie, du coup, la distance physique a fait que j'ai pris la distance aussi avec ce qu'elle voulait que je fasse de ma life, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, maintenant, après, à partir de ce moment où je suis partie en Australie sans l'écouter, du coup, j'ai plus jamais écouté ce qu'elle me disait. Et en vrai, maintenant, elle travaille avec moi, on s'entend de ouf et tout. Mais je trouve ça génial. Ouais, c'est trop bien. J'adore. C'est trop bien. Je suis trop fan. Je reçois de plus en plus de nanas qui bossent avec leur famille, sœurs, parents, etc. Ouais. J'adore. Mais c'est ouf. Là, mon père est coach mindset dans Boost Ton Biz. Je sais, j'avais vu. Et ma mère, du coup, gère toute la partie admin, compta, finance. Je meurs. Ouais. Incroyable. J'adore. Incroyable. Est-ce que ça a été dur d'intégrer tes parents dans ta structure? Non, pas du tout. Hyper naturel en vrai. Hyper naturel. Parce que je pense qu'ils sont chacun dans leur domaine de prédilection. Mon père, il adore le mindset, les croyances, comment ça marche, le cerveau, etc. Et il est hyper empathique, patient, etc. Donc il est incroyable avec les filles. Il les a en one-one.
et en live. Du coup, il fait un taf de ouf et il s'épanouit de ouf, donc il n'y a aucun problème. Et ma mère, pareil, là, elle est, en gros, elle est pas comptable, mais elle gère tout l'argent qui transite et tout l'administratif et tout la compta. Et pareil, elle est dans son élément à fond. Elle adore faire des tableaux, faire des dossiers, relancer, être au téléphone, mettre la pression aux gens pour que ça aille plus vite. Mais tout ce que je déteste. Non, ma mère, c'est mon opposé vraiment total. Elle est hyper prudente. Moi, je suis en mode allez, let's go et tout. Et du coup, on fait un binôme de ouf, quoi. C'est trop bien. C'est ouf parce que ma mère, elle a trop le même profil. Ma mère, elle a fait de la compta, elle a été directeur financier pendant des années et tout. Et donc, ça fait genre 1 an que je réfléchis. Je me dis, est-ce que je devrais intégrer ma mère et tout. Ma mère, elle aimerait trop. Mais j'ai ce peur truc... de... Ouais. Parce qu'elle est comme toi, tu vois, elle est très en mode safe, prise de... Et j'ai peur qu'elle me freine à prendre de décision d'investir de l'argent là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Après, moi, ma mère, je ne l'écoute absolument pas sur ses conseils. Je lui demande 0 conseil. Genre, justement, des fois, elle va me freiner, elle va me donner son avis en mode, est-ce que c'est pas un peu risqué ? Du coup, moi, je prends quand même en considération, je me pose la question. Et après, par contre, c'est quand même moi qui choisit. Parce qu'en fait, ma mère, et je pense que c'est le cas de beaucoup de mamans, finalement, elle va toujours choisir le choix le plus safe pour moi et faire attention. Ouais, c'est ça. Et du début à la fin, je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. Et moi, j'ai toujours eu un principe de pas écouter ma mère. Ouais, ben pareil. Vraiment. Ça me parle trop ce que tu dis. Vraiment, sinon, on n'aurait rien fait. Genre, vraiment, moi, si j'avais écouté ma mère, je me serais pas lancée, j'aurais pas arrêté mes études, j'aurais pas. Rien du tout. Bien sûr. Tout. Ma mère, quand j'ai quitté mon CDI, c'était la première. Pauvre maman, je t'aime, maman. Mais moi aussi, voilà. C'était la première à me dire non, mais ma chérie, tu ne vas pas quitter ton CDI. Ton boss est incroyable. Et est-ce que tu retrouveras un poste comme ça ? Et puis, qu'est-ce que tu vas faire ? Et si ça marche pas ? C'est pareil. Tu vois ? Pareil. Ouais. Et tu l'as vécu comment, toi ? Mal. En fait, j'étais en mode stop, arrête. Et je te parle de plus rien, tu sais quoi ? Juste, je dis plus rien et juste regarde. Mais par contre, je ne partage plus rien avec toi. Ouais, j'étais pareil au début. Pareil, parce que pareil, j'arrête le droit, mais t'es folle, t'arrêtes le droit, tu vas faire quoi ? T'as qu'une licence, tu vas jamais trouver un taf, ton truc sur internet, tu sais même pas, tu t'y connais rien, genre n'importe quoi et tout. Moi, j'étais en mode pareil, arrêtez, parce que toute ma famille s'y mettait, hein, ma mamie, etc. Et genre, je leur dis, arrêtez de me parler de ça. Ta mamie, j'adore. Ma mamie, elle est trop mignonne. J'imagine que c'est toute la famille arrive. Mais oui. Non. J'étais en mode, s'il vous plaît, laissez-moi vivre. Et là, maintenant, j'en rigole de ouf avec elle, mais heureusement que je les ai pas écoutées, heureusement. Et il y a énormément de clientes qui me disent, même de meufs en général, qui me disent, oui, mais personne croit en moi, mon entourage croit pas en moi, tout le monde me met des freins. Mais je pense que c'est le cas de 90% des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est une chance inouïe d'avoir un entourage qui te pousse à te lancer quand tu veux entreprendre. C'est hyper rare. Peut-être que t'es des parents entrepreneurs, ça, c'est un petit peu plus dans la dynamique. Mais en tout cas, si tes parents sont pas dans la sphère entrepreneuriale, il y a 0 chance qu'ils te disent vas-y, let's go. Enfin, très peu de chance du moins. Très peu de chance. En tout cas, c'est pas arrivé souvent. Moi, c'est pas arrivé à beaucoup de personnes. S'il y en a, en tout cas, c'est de la chance d'avoir ça. C'est une chance de ouf, je suis d'accord avec toi. Clairement. Mais moi, je suis partagée. Pareil, je pensais exactement comme toi. Mais en fait, encore une fois, avec les filles que je reçois à mon micro, je suis hallucinée de voir le nombre de nanas qui ont été soutenues par des parents, mais franchement, il faut le dire, extraordinaires. Tu vois, même pas forcément dans l'entrepreneuriat, etc., qui sont tout de suite en mode ouais, vas-y. Putain, et ça, je trouve ça dingue. C'est ouf. C'est pas du tout l'expérience que j'ai eue. Non, mais moi non plus. Mais et d'un côté, tu vois, je me dis, et je pense que tu as eu un peu ce truc-là aussi, c'est de te dire, ok, en fait, ça va me donner la rage de prouver que je vais tout déchirer. Mais oui. Mais moi, c'est exactement ce que je dis à mes clientes, c'est que si ils croient en toi, alors nourris-toi-en, vas-y à fond, c'est incroyable. S'ils croient pas en toi, nourris-toi de ça justement pour leur montrer un jour. Genre, ça donne une sorte de rage limite de réussir en mode je vais tous vous montrer que j'ai raison, tu vois, vraiment c'est important en vrai. Je pense qu'il faut juste que tu te trouves un carburant, peu importe lequel c'est, pour te donner les moyens et jamais lâcher, quoi. Et moi, ma famille, et montrer à ma famille que je pouvais le faire, ça a été de ouf un moteur, tu vois. Mais ils ont dû halluciner. D'ailleurs, attends, on va pas griller les étapes, mais du coup j'ai bien envie de voir ce que tes parents pensent aujourd'hui. Ils doivent halluciner déjà et être méga fiers, mais on va y venir. Donc du coup, à quel moment tu te dis je vais me lancer en tant qu'entrepreneuse, et surtout ce qui est très drôle, c'est que je t'ai regardé des interviews avant de se recevoir, et tu expliques que tu dis non mais moi au début j'ai grave fake it until you make it, ce qu'on a tous fait je pense, et il faut pas avoir peur de le faire parce que tu faisais du coaching business en lançant toi-même ton business. Oui, non mais clairement, en gros moi ce qui s'est passé c'est que j'ai fait, donc je rentre d'Australie, j'arrête le droit, je fais une formation de community manager, mais formation pas ouf. Nul, clairement nul. Merde, okay. Mais voilà, j'apprends
j'apprends les bases vite fait. Et je me dis, ok, je vais faire un stage dans une... En gros, avec la formation, je pouvais faire des stages dans une entreprise. Donc, je fais un stage au Luxembourg, dans une agence de marketing. Donc là, j'apprends quand même pas mal de trucs. Et parallèlement à ce stage, je commence sur Instagram à créer du contenu. Et c'est là, enfin, c'est quasiment là que j'étais la plus grosse arnaque, dans le sens où genre, j'apprenais un truc littéralement, je le remodelais et genre, j'en faisais un post, tu vois. Et c'était pas un truc que je savais vraiment profondément faire, tu vois. Par exemple, avec la directrice marketing de l'agence, on faisait une stratégie éditoriale, etc. Donc, elle m'expliquait, voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, moi, je reprenais mes informations et je me disais, ok, dès que j'apprends un truc, j'en fais un post sur Instagram. Mais du coup, c'était pas vraiment... Enfin, j'ai appris comme ça, mais c'était pas vraiment moi qui savais de par mon expérience, tu vois. Mais en fait, c'est une forme d'apprentissage. Genre, juste, je prenais ce qu'on me disait, j'en faisais un contenu et en faisant le contenu, t'apprends à faire quelque chose. C'est ça que je dis souvent à mes clientes, si tu te sens pas... Enfin, ou si tu veux apprendre une compétence rapidement, simplement le fait de créer du contenu sur la compétence là, t'en apprends énormément, parce que même si tu sais rien au début, tu fais des recherches, tu vas te renseigner, tu regardes ce qu'un tel fait, etc. Et du coup, tu peux te former de ouf comme ça. Moi, je vais commencer à me former comme ça, du coup, en recréant des contenus. Et ensuite, suite à ça, j'ai eu une expérience où je me suis dit, vas-y, je vais être CM pour quelqu'un. Mais c'était une catastrophe. Je savais pas que t'avais commencé par ça. Non, c'est complètement anecdotique, parce que c'était un contrat de 60 € par mois. Je faisais... D'accord. Ça a duré 1 mois et demi. Après, j'ai dit ciao. Donc, c'est vraiment anecdotique de ouf, mon expérience de CM. Mais par contre, directement, ce que je faisais, c'est que, vu que j'avais créé pendant 3 mois à peu près une communauté autour du marketing digital, de tout ce que je partageais, community management, pour aider les entreprises à développer leur compte Instagram. Du coup, il y avait pas mal de gens qui me suivaient par rapport à ça. Et quand j'ai lancé ma première offre, c'était je t'aide à créer du contenu sur Instagram et à savoir quel pilier de contenu créer et quelle stratégie faire, comment poster dans le feed, comment poster en story. Et c'était très basique comme contenu, mais je parlais à ce moment-là à des personnes qui n'y connaissaient absolument rien à Instagram, qui avaient, je sais pas, une marque de bijoux ou des petits commerces, mais qui connaissaient rien à Insta. Et du coup, c'était pas tant... Enfin, c'était grave une arnaque. Enfin, pas arnaque, genre c'était fake it until you make it, mais genre, j'avais acquis assez de compétences pour pouvoir aider des gens qui vraiment partaient de zéro, qui savaient même pas poster un truc, tu vois. Bien sûr, les débutants, quoi. Ouais, c'est ça, les débutants, mais plus. Et du coup, j'ai commencé comme ça, donc j'ai commencé à trouver des clients comme ça. Et petit à petit, moi, j'ai commencé à trouver de plus en plus de clients, vendre de plus en plus cher, avoir des offres de plus en plus quali. Mais t'avais plus de job en parallèle, du coup? Non, j'avais plus de job. Non, j'ai vécu chez mes parents. Si, j'étais serveuse. J'étais serveuse à côté pour avoir de l'argent. Trop bien. Enfin, c'est cool que tu te bougeais pour avoir un obligé. Je travaillais 35-40 heures par semaine à côté. J'avais une méga semaine. Mais toi, t'es une ouf. Mais moi, j'aime trop travailler. Vraiment, j'aime trop travailler en vrai. Et ça me fait me sentir utile déjà à cette époque-là. Et du coup, oui, je vends assez. Je commence à trouver pas mal de clients comme ça. Et donc là, c'est ma communauté qui me disait: ah, mais Margot, comment tu fais pour trouver des clients? Comment tu fais pour créer une offre? Moi, je sais pas trop quel tarif mettre. Et on me pose de plus en plus de questions, plus business. Et c'est à ce moment-là, moi, je me suis dit, il y a une méga demande. En fait, j'ai jamais trop réfléchi à ce que je faisais. Tu vois, je me dis, là, les meufs, elles me demandent comment trouver des clients. Hop, moi, je vais faire, vas-y, je te fais une heure de coaching où je t'apprends. Et puis, au début, je testais comme ça. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais faire un accompagnement, parce que les meufs, elles me posent toujours les mêmes questions. Mon offre, je sais pas. Mon prix, je sais pas. Vendre, je sais pas faire. Faire des appels découvertes, je sais pas faire. Et du coup, j'ai repris toutes leurs questions. J'ai fait un programme en individuel. Et donc de là, programme individuel, j'ai beaucoup de clients, donc je fais des coachings de groupe, le même programme mais en groupe. Et pareil, après j'ai beaucoup de clients en coaching de groupe, donc je me dis, là je fais Boost ton Biz, dans l'idée dès le départ que ce soit un système où je peux, ça peut être exponentiel et je peux avoir des milliers, je me le disais déjà à l'époque, je peux avoir des milliers, des dizaines de milliers de personnes sans travailler plus, quoi. Donc j'ai vraiment construit Boost ton Biz dans cet état d'esprit-là. Et je trouve que j'ai la sensation parce que comme je disais à Margot tout à l'heure en off, donc au début, je sais qu'à un moment donné, t'es tombée dans mon feed et je me rappelle de ce... T'étais très orange. Oui, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Et ça m'a marqué. Et bref, et je me rappelle qu'à cette époque, tu parlais déjà beaucoup d'argent, de chiffre d'affaires, comme je te disais. Et même moi, j'étais impressionnée. Et du coup, ça nous donnait l'impression que dès que t'as commencé, t'as déjà fait un chiffre d'affaires qui était quand même conséquent, tu vois. Ouais. Pas trop, ça a pris, je pense, 6 mois, tu vois, 5-6 mois. Ouais, mais quand même. Ouais, non, c'est bien. C'est hyper rapide. C'est pas fait du jour au lendemain, mais je pense à partir du moment où j'ai posté mon premier post sur Instagram
Et le moment où je commençais vraiment à bien en vivre, ça a pris 6 mois, tu vois. C'est ouf. Donc c'est pas mal en vrai. Ouais. Et puis t'as pas eu ce truc, tu vois, c'est marrant, tout à l'heure j'en parlais avec une autre invitée donc, que j'avais ce matin. Je disais que moi, quand j'ai quitté mon CDI, j'étais en mode freestyle. C'est-à-dire que, parce que ça faisait 8 ans du coup que j'étais salariée, avec des postes à responsabilité et tout. Donc je t'avoue que quand j'ai plus d'employeurs au-dessus de moi, je contemplais ma vie, quoi. Je sais que j'avais un business, enfin mon podcast c'était juste un podcast, il y avait zéro business, pas de monétisation, que dalle. Et je savais qu'il fallait que je crée tout l'écosystème, etc. Mais pendant 6 mois, j'étais en mode, je kiffais ma life. J'allais faire du paddle sur la mer, je faisais des randos. J'étais, mais c'est incroyable, j'ai personne qui me dit quoi faire. Et j'ai eu ce truc où j'ai contemplé ma life. Et je pense que toi, à contrario, t'as pas perdu de temps. T'étais dans le game direct. En fait, moi, je pense que ça, c'est un trait de ma personnalité, c'est que je veux faire le plus de trucs possible, être la plus productive possible, atteindre les plus gros résultats possibles, me dépasser quotidiennement. Et là, j'ai pris... cette année 10 jours de vacances et encore vacances voilà, je bossais quand même un petit peu quand même pas mal même, et ça c'est le bout du monde vraiment, genre j'ai kiffé parce que j'étais avec ma mif, avec mes potes, etc., mais j'ai pas l'impression, en tout cas pour l'instant, d'en avoir besoin. Alors des pauses oui, mais genre tu sais, passer je sais pas 2 semaines, 1 mois sans travailler, ça me paraît impossible, genre impossible. Et déjà à l'époque, enfin même quand j'étais à la fac de droit, je travaillais à côté de mes études, j'étais serveuse, je maximisais tout le temps pour soit pour avoir de l'argent, soit pour avoir plus de je sais pas, principalement l'argent en vrai. Et toujours la thune. Voilà. mais moi je me suis toujours dit comment est-ce que je peux gagner le plus possible, être la plus efficace possible, quoi. C'est ouf. Voilà. C'est assez ouf. Et encore une fois, je reviens sur ce truc où je trouve ça trop cool que tu parles d'argent. Et je sais que tu t'en prends plein la gueule. Je m'en prends plein la gueule. Tu sais qu'il y a plein de moments cette année, là, depuis ces 6 derniers mois, où je me suis dit, mais il faut que je vais arrêter de. Ah non, non, c'est toi. Mes clientes, elles m'ont dit ça et tout, clairement. Donc je vais continuer. Mais oui, voilà, c'est ça, trop tard. Mais ça attise une haine incroyable. Mais bien sûr. Et quand je faisais 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, ça allait. Mais là, ces derniers mois, genre, c'est violent de ouf. Hein. Et t'as déjà, alors question un peu plus badante, mais t'as déjà eu peur, genre pour ta sécurité? Franchement, il y a déjà pas mal de gens qui m'ont dit, alors pour ma sécurité, oui et non, mais genre des gens qui me disaient, j'ai vu ton adresse d'entreprise, c'est à telle ville. Mais t'habites pas non, si, de base, si. Au tout début, ouais, j'avais fait l'erreur. Et du coup, on me disait, c'est chez tes parents et tout, nanani, je vais aller voir et tout. Donc j'ai grave changé. Enfin, depuis, j'ai changé la domiciliation, maintenant c'est Auchan. Mais, ou des mecs qui m'ont dit, genre, je vais te briser ta carrière, genre, ta mif, toute ta vie, elle va être ruinée, etc. Et tu sais, qui venaient en groupe en disant, avec un tel, on est en train de faire un groupe pour te faire tomber. Attends, c'est ultra badant, ça. Mais ouais, de ouf, qui me signale, genre, à un moment, je recevais tous les jours un message automatique de la DGCCRF en disant X personnes, vous avez été signalé pour la répression des fraudes, un contrôle devrait arriver, etc. Au pire, j'ai un contrôle, voilà, mais ça veut dire que tous les jours, il y a des gens qui me signalaient. Et c'est des hommes, 100%. Enfin, 90%, tu vois, au moins. Ils supportent pas? Ils supportent pas, je pense. Tu vois, pareil, je fais une vidéo sur une chaîne d'un mec entrepreneur. Je regarde les commentaires parce que moi, j'essaye de ouf d'arrêter ça, mais j'ai encore du mal à pas aller voir les commentaires. Et sur la vidéo, il y a 300 commentaires. Moi, je parle de mon business dans la vidéo. Et c'est alors, il y a 3 catégories. C'est arnaque, Ponzi, machin. Genre OnlyFans, ou surtout genre t'as été sur la chaîne, on sait très bien ce que s'est passé après, j'espère que Loïc tu l'as bien, des trucs horribles, genre très obscènes, je vais pas rentrer dans les détails, mais catastrophe. Ou les femmes retournent à la cuisine, machin, arrêtez de parler de business, laissez les hommes faire, c'est beaucoup mieux quand ils interviewent des mecs, machin. Et en fait il y a une haine parce que genre je parle d'argent, et du coup ça crée vraiment des émotions de ouf, et tu sens que genre ils ont besoin de le dire, quoi. Non, mais alors, déjà ça doit être badant. Enfin, moi perso ça me ferait grave bader. C'est grave badant. Ouais. C'est un méga travail du quotidien sur moi-même, vraiment. Ah ouais, puis tes parents ils doivent ma mère, mon père, voir ça et tout, c'est pas ouf, quoi. Surtout que ça m'a affecté énormément au début. Maintenant j'apprends à ne plus aller voir, à plus regarder, simplement parce qu'en fait la seule façon
dont je peux dépasser ça, c'est de pas les voir. Parce que je me rends compte que si là, à ce moment même, il y a des milliers de personnes qui disent des trucs, ou des centaines qui disent des trucs méchants sur moi, mais que je les vois pas, ça change absolument rien à ma vie. Et dès que je les vois, après, émotionnellement, c'est hyper compliqué, j'ai envie d'en voir d'autres, etc. Donc là, en gros, ma seule stratégie, c'est d'essayer d'en voir le moins possible, parce que ça m'apporte rien et c'est hyper difficile de passer au-dessus, même si voilà, je sais que c'est des rageux, que c'est la jalousie, que faut pas que ça m'atteigne, que c'est parce que j'ai réussi, c'est un symbole du succès, etc. Mais c'est difficile quand même de ouf de le digérer et de passer à autre chose et de plus y penser. Enfin, tu vois, quand j'en vois un, je me dis... je sais pas, t'as ton cerveau, il te dit des trucs, genre il te dit vas-y, va voir là au cas où s'il n'y en a pas un autre, et du coup tu te retrouves, je le faisais souvent le soir dans une vague de gens qui disent des trucs horribles. Après pendant 3 heures j'étais comme ça en mode qu'est-ce que je fais, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de parler d'argent, faut que j'arrête de... Parce que je sais que si je faisais le même travail mais que je disais pas combien je gagne, j'aurais 10 fois moins de problèmes. Enfin, j'aurais très peu de problèmes. Mais je pense que tu aurais 10 fois moins de clientes aussi. Ouais, aussi. Et puis, encore une fois, moi, j'aurais beaucoup moins de clientes et j'aurais beaucoup... Enfin, j'espère et j'ai à cœur de... dédiaboliser l'argent et d'en faire un truc beaucoup plus neutre, surtout pour les femmes, du coup, leur montrer qu'elles peuvent beaucoup en gagner, que c'est ok de vouloir grave en gagner, d'être hyper ambitieuse, c'est ok de gagner de l'argent, il n'y a rien de mal là-dedans. Je partage beaucoup comment je l'utilise, qu'est-ce que je peux en faire, et je me dis que si je continue comme ça peut aussi casser certaines choses dans la tête des femmes qui me suivent, et du coup c'est plus important que les critiques, même si c'est pas facile, quoi. Complètement. Pour être très honnête avec toi, au début, quand je regardais un petit peu ce que tu faisais sur LinkedIn, où tu reportes tout, au début je me suis dit putain, ça met la pression quand même, ça met la pression de ouf, tu vois, en mode waouh, je pensais faire un beau chiffre d'affaires, tu sais, tu te dis bien sûr, tu compares, tu te dis ok, bon, voilà, mais d'un côté, tu vois, je me suis dit en fait non, en fait genre elle a raison, enfin si on arrive à le regarder de la bonne manière, en fait c'est cool parce qu'elle nous réveille dans un sens en mode te contente pas de ça parce que tu peux faire beaucoup plus. Réveille-toi à ce niveau-là. Tu vois, tout ce qui est money mindset et tout, il y a vachement de choses à débloquer. Justement, du rapport à l'argent, etc. On a un rapport à l'argent qui est absolument merdique en France. Tu vois. Donc, je trouvais ça hyper cool de nous débloquer, de nous débloquer face à ça. Et je voulais rajouter un truc. Merde, j'ai oublié. Donc voilà, tant pis. Très bien. Mais ça débloque, tu vois, quand même pas mal de choses où tu te dis je peux faire mieux en fait. Et c'est ok. Carrément. Et je sais que, comme tu dis, on m'a dit énormément de fois que ma com peut être hyper culpabilisante, et ce que je comprends entièrement. Mais en fait, je préfère m'adresser aux femmes qui sont capables, comme tu dis, et qui ont réussi à passer ce cap, de se dire ok, ça m'inspire, moi aussi je peux faire mieux, moi aussi je peux me dépasser, et je ferai peut-être pas les chiffres là, et j'en ai peut-être même pas l'ambition, l'envie. Et ce que je répète souvent aussi, c'est que chacun ses ambitions. Il n'y a pas de meilleure ambition. Moi, c'est juste que dans ma nature, je veux chercher ce qu'il y a de plus exceptionnel possible, mais enfin la plupart de mon entourage, de mes clients, de gens autour de moi n'ont pas forcément d'aspiration à aller à faire des trucs aussi élevés, ou à se donner autant. Personne n'a forcément envie de travailler autant, etc. Complètement. Donc, bref, genre c'est 100% à l'appréciation des gens, mais juste que les meufs qui me suivent se disent ok, si elle fait ça, moi aussi je peux faire tout ce que je veux, et là où j'ai envie d'y aller, je peux réussir à y aller. Et je sais que j'arrive pas à toucher tout le monde en disant ça, parce qu'il y a des gens qui vont être crispés par ça, et ce que je comprends, mais je me dis peut-être qu'au bout d'un moment, quand elles auront fait le travail peut-être sur leur mindset, ou qu'elles verront les choses différemment, et qu'elles seront prêtes à écouter ce que j'ai à dire, là peut-être qu'elles arriveront, tu vois. Mais du coup je me focus sur celles qui le sont déjà actuellement. Ouais, t'as raison. Et puis c'est ta vibe aussi, donc tu vas pas t'excuser d'être comme ça, tu vois, d'aimer l'argent, de machin. D'ailleurs, j'ai tellement de questions, et on a tellement de choses à dire qu'il faut que je me concentre pour te poser les bonnes questions. Donc, question importante, vu que c'est quand même un peu ta vibe, l'argent, money mindset, etc. Quel conseil, justement, tu donnerais aux nanas qui nous écoutent pour attirer l'abondance, pour ne plus avoir peur de l'argent? Parce que souvent, tu vois, on va se dire, ok, si je gagne tant, quand je gagnerai 50K par mois, je m'arrêterai là, ou même 10K. Enfin, 50K c'est déjà énorme pour la plupart des gens, tu vois. Ça sera super, tu vois. Pourquoi vouloir plus? Carrément. Comment on fait pour débloquer ça? Alors moi je pense que ce qui m'aide depuis le début, c'est d'associer
Enfin moi en fait je veux gagner de l'argent, mais je sais exactement pourquoi. Je sais à qui j'ai envie de faire plaisir, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mes proches. Moi c'est beaucoup pour ça que ma plus grande dépense et ce qui me motive le plus, c'est faire kiffer ma famille, faire kiffer mes potes, et vivre moi aussi des expériences de ouf, tu vois, genre je veux créer un maximum de souvenirs, qu'on vive des trucs de ouf ensemble, et en fait je pense que d'associer l'argent que tu as envie de gagner à quelque chose qui te crée vraiment du bonheur, c'est la meilleure façon de passer au-dessus de certains. Alors c'est pas, ça demande un gros travail, tu vois, ça c'est pas en un claquement de doigts, mais c'est sûr que si tu veux gagner de l'argent pour gagner de l'argent, pour le dire, pour le simple fait d'avoir de l'argent sur ton compte, ça va peut-être pas forcément être assez motivant, et t'as aussi des choses qui te font dire ouais, l'argent c'est un peu malsain, quand on en as trop après tu peux changer, tu peux devenir une mauvaise personne, etc. Alors que si tu sais pourquoi, comment tu vas redistribuer, mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent, et comment c'est un peu ça, c'est un peu ça. Comment est-ce que tu vas en faire quelque chose qui t'apporte du bonheur à toi. Quand t'as trouvé ce truc là, après tu te dis ouais, j'en gagne 5 000, ouais 10 000, oui 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, tu passes des paliers en fait, oui, tu pètes plein de paliers. En fait, à chaque fois, tu peux être encore plus qui t'as envie d'être et faire encore plus plaisir et faire encore plus ce que t'aimes finalement. Et moi aussi, au début, je me disais, jamais quand je me suis lancée, je me serais dit un jour, je voudrais faire 1 million d'euros par mois, par exemple. Ça, c'était absolument inconcevable à l'époque, ça me venait même pas en tête. Sauf que, en fait, une fois que j'ai fait 10 000, je me suis dit, vas-y, 20 000, vas-y, 50 000. Et puis, en fait, petit à petit, t'y viens parce que tu vas pas t'arrêter alors que tu sais que tu peux aller plus loin, quoi. L'objectif d'un business, c'est de le faire grandir, tu vois. C'est ça. Sinon, tu fais du bénévolat à la limite. Et je pense que c'est bien d'avoir un premier palier, mais en fait, tous les êtres humains, je pense, une fois qu'ils l'ont atteint, vont se dire, je peux aller plus loin. Et en fait, si tu sais que tu le fais pour les bonnes choses, dans ce cas, ton rapport à l'argent, il est plus simple. Parce que tu te dis, plus j'en ai, pour moi, mieux c'est pour les autres, en fait. Du coup, t'as plus ce truc un peu malsain. Parce que moi, dans ma famille m'a toujours élevée en mode les riches, c'est des cons. Non, mais vraiment, c'est abusé. Genre, j'avais 2 parents fonctionnaires. Je les kiffe. Encore maintenant, des fois, il y a des petits conflits, mais c'est sûr, bien évidemment. C'était la richesse, l'argent, c'est pour les égoïstes. C'est l'argent qui cause tous les malheurs du monde. Voilà, et ça se discute, il y a des vérités, ça se discute, tu vois, mais c'est pas des croyances qui moi m'aidaient à me développer, tu vois. Et il faut en avoir conscience, je pense aussi pour celles qui nous écoutent potentiellement, d'avoir conscience de comment t'as élevé par rapport à l'argent, qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à l'argent. Si t'as pas travaillé dessus, tu peux être sûr que tu reproduis inconsciemment ce que tes parents pensent, ce que tes parents font, quoi. Complètement. Donc c'est important de le travailler aussi. Complètement. Je t'ai renvoyé une story il y a quelques jours que t'as loupé. Oui. C'était Hugo Philippe qui dit, donc le mec de Caro, qu'on adore, qu'on adore de ouf. Qu'on adore de ouf, on t'aime Caro. Qui dit dans sa story que en gros il s'est rendu compte d'un truc, que tous les gens qui l'entourent et qui ont beaucoup d'argent sont beaucoup plus malheureux que ceux qui possèdent moins, qui ont moins de pression dans leur business. Parce que quand tu fais de l'argent et que tu es entrepreneur, ça veut dire 100%. Que tu as énormément de choses à gérer. 100%. Des gens, des objectifs. C'est très stressant 100%. aussi, on va pas se mentir. Et c'est une course sans fin. Ouais. Et du coup, il dit un truc, il dit, mais moi, tous les gens que je connais et qui sont foncièrement heureux, c'est des gens qui possèdent moins en termes de richesse financière, etc. Et du coup, je l'ai envoyé à Margot. Je te l'ai envoyé parce que je voulais ton avis là-dessus. Ouais, putain, moi... En vrai, je pense que chacun a sa propre réalité, mais moi... Alors, le fait que ce soit hyper stressant, 100%, et je pense honnêtement que tout le monde ne serait pas bien par exemple, dans le business que j'ai aujourd'hui, parce que ça fout la pression de ouf, tu vois. Genre, je peux pas ne pas aller sur mon téléphone, je suis toujours à l'affût, je me dis le moindre faux pas que je fais ou le moindre truc, direct ça peut prendre des proportions de ouf, la moindre erreur, il y a beaucoup de gens à gérer, l'équipe, les clients, c'est du stress de ouf. Et moi pour le coup, ça me rend heureuse parce que je me nourris grave de ça, j'aime bien la pression, j'aime bien être... voilà, il se passe plein de trucs, des fois être pas hyper safe, et enfin bref, c'est un truc que je kiffe. Mais je pense que beaucoup de gens à ma place serait complètement malheureux pour le coup. Genre, beaucoup trop sous pression pour profiter de la vie, tu vois. Donc en vrai, dans un sens, ça se tient de ouf. Je pense qu'il faut avoir un profil particulier, enfin pas forcément particulier, mais un profil hyper ok avec le stress et avec la pression pour gérer autant d'argent. Après, je me dis, tu peux toujours essayer de déléguer ou faire en sorte que tout
t'appartiennent pas à toi. Mais pour moi, avoir de l'argent à dépenser, c'est quand même vachement relié à mon bonheur et mon épanouissement à moi, en tout cas. Et je pense à celui de beaucoup de gens, en vrai. C'est juste que peut-être le chemin pour y arriver, tout le monde ne serait pas forcément heureux, mais je me dis, après, non, peut-être pas. J'allais dire, je pense que tout le monde serait plus heureux s'il gagnait plus d'argent, s'il avait plus d'argent à dépenser, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément... Ça t'enlève une charge mentale. Ouais, charge mentale, et puis plus t'en as, plus tu peux vivre des trucs quand même... tu peux avoir du confort de ouf, tu peux vivre des expériences de ouf, et... en tout cas, moi, j'ai grave eu du mal à l'assumer, mais je trouve que la valeur de vivre simplement, c'est hyper positif pour les gens. C'est stylé d'être humble, de vouloir se contenter de peu, etc. Et moi, je me ressens pas du tout comme ça. Justement, je veux avoir... je veux pas une vie simple et me satisfaire des choses simples de la vie, etc. Donc... c'est ma vision à ce niveau-là et ça, il n'empêche que je me satisfais grave de mes moments avec ma famille. Ce qui me rend profondément heureux, clairement, c'est ma famille, mes potes, littéralement, et c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur. Et je sais que si tout s'effondre dans mon business et que j'ai plus d'argent et que j'ai plus rien, s'il me reste eux, je serai quand même j'aurais pas rien et je serais quand même heureuse, mais plus j'ai d'argent, mieux je me porterai dans ma vie, quoi. En tout cas, aujourd'hui, c'est ta vision des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma vision des choses, en tout cas. Peut-être que ça changera dans les prochains temps, mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est comme ça que je vois. Et c'est ce que j'allais te demander. Tu penses que tu pourrais carrément switcher? Parce que je t'avais déjà entendu dire que ça t'était arrivé de switcher. Ouais. T'avais eu un moment de bad à Bali, grave. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'arriver de switcher 100%. Et de carrément faire, mais de plus avoir cet objectif de gagner de l'argent et de faire un truc où t'es vachement plus reconnecté avec, je sais pas moi, la terre, la simplicité. Tu pourrais, tu penses? 100%. En fait, je pense que moi, je peux vite complètement prendre un virage. Alors là, pour l'instant, je me vois très mal aller me reconnecter à la terre et tout. Mais je sais pas dit que ça m'arrive pas. Genre, tu vois, à Bali, par rapport à ma situation, comment je me sentais, etc., j'étais plus du tout dans un mood de je veux gagner un maximum d'argent, let's go. Là, ça revient parce que ça marche aussi, tu vois. Donc, je suis dans le truc. Mais si tout s'arrête demain, j'aurais plus d'autre choix entre guillemets que de me reconnecter à autre chose pour être heureuse, tu vois. Donc je pense que ça peut grave changer dans ma vie. Si ça se trouve, j'aurai des périodes où je voudrais toujours plus d'argent, puis après je vais me casser la gueule, du coup je vais me retrouver sans rien et je vais devoir me reconcentrer sur autre chose, me reconnecter à autre chose, et puis ça reviendra après. Je pense pas que je vais être de manière toute ma vie de manière linéaire obsédée par mes objectifs, par tout ça, quoi. De toute façon, tu vas forcément évoluer, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Tu vois, si en plus c'est ancré en toi depuis que t'es petite fille et tout. Oui. Tu vois, il y a ce truc-là. Oui, c'était clairement. quoi d'ailleurs de qui tu t'inspirais? Genre, quand alors peut-être déjà jeune, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des séries, des femmes qui t'inspiraient? Et ensuite, quand t'as commencé dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des nanas qui t'inspiraient de ouf? Ou tu t'es dit, moi je veux être comme elle, quoi? Tu sais que je crois pas. Tu sais qu'on me pose souvent cette question. Oh non! Tellement. Comment ça on te pose cette question? On m'a souvent posé qui t'inspire. Non, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Désolée. Mais je n'ai aucune idée. Enfin, en fait, genre, je pense que je m'inspire de plein je regarde plein d'interviews de femmes et d'hommes. J'ai lu plein de biographies de femmes et d'hommes. Je me suis toujours intéressée justement au succès et j'ai toujours été hyper inspirée, mais j'ai jamais eu une personne où je me suis dit genre elle c'est ma mentor, ou genre c'est à elle que je veux ressembler entre guillemets, ou je veux suivre ses pas à elle, mais toujours prendre un peu des trucs de tout le monde et après me faire mon propre chemin, tu vois. Et encore aujourd'hui il y a plein de gens que je suis, mais il y a personne où je me dis genre c'est cette personne-là dont je veux suivre le chemin. Je prends un peu plein de trucs partout et ensuite je fais mon chemin sans trop me poser la question, quoi. Ouais, je pense que c'est bien. Je pense que c'est même mieux finalement. Ouais. Tu vois. Ça, tu fais ton truc, tu te compares pas, t'as ta vibe. Je pense que c'est hyper important. Ouais. Tu vois, quand j'étais jeune, j'étais vachement inspirée par des nanas. Et même là, j'avais vraiment un goal. Je voulais absolument recevoir Caroline Receveur parce qu'elle m'inspirait sous plein d'angles. Tu vois, elle a accouché juste avant moi. Elle est trop forte. Et en plus de ça, c'est une maman entrepreneuse. Honnêtement, c'est une des meufs les plus humbles que j'ai reçues à mon micro. Ouais, putain, laisse tomber. Genre incroyable. Aberrant, tu vois. T'es là, mais comment c'est possible? Elle est ouf. Enfin, vraiment, elle est ouf. Et tu vois, et depuis, j'ai plus rien. Non, je rigole. Mais tu vois, je suis inspirée un peu comme toi par plein de nanas.
mais je suis mieux comme ça finalement, de plus avoir de, tu vois, de me dire ok, c'est elle. Non, je fais mon truc et ça me convient mieux en fait de. Parce que je pense que quand t'es pas du coup sur une personne et que tu prends un peu de tout le monde, tu fais le tri en ce qui te va, ce qui ne va pas, et que du coup tu fais ton truc à ta sauce et tu fais ton propre chemin. C'est beaucoup plus centré sur toi et ce que tu veux, plutôt que pas copier, mais genre reproduire ce que dit une personne, ce que fait une personne, complètement, etc., quoi. Complètement. Et je pense qu'il y a plein de femmes inspirantes qui font du fric ou qui font moins de fric, qui portent des projets à impact. Tu vois, ça m'inspire de ouf 100%, aussi. 100%. Il y a plein de nanas et d'hommes. Et c'est vrai, d'hommes aussi. Moi, je regarde moins les hommes, c'est vrai. Bah oui. Moi, je regarde... En vrai, moi, c'est 50-50, je pense. Ok, trop bien. Au début, je regardais beaucoup plus de mecs quand je me suis lancée. Et maintenant, 50-50, je pense. C'est bien. Ouais. Je sais pas pourquoi je regardais plus de mecs avant. Je me demande. Je sais pas, mais c'est vrai que après il y en avait peut-être plus sur YouTube, mais quand je tapais comment gagner de l'argent sur internet, j'ai commencé comme ça, et c'était beaucoup plus de mecs, ouais. En fait, quand c'est relié à l'argent, c'est quand même ça évolue de plus en plus, mais au moment où je me suis lancée, c'était beaucoup plus de mecs factuellement, quoi. T'as lu le livre d'Olivier Roland? Merde, j'ai pas lu. Merde, hyper connu son livre justement, comment gagner de l'argent. Olivier Roland. Ça s'appelle... Ouais. Non, j'ai pas la ref. Je me rappelle plus du titre du livre. Je sais plus. En plus, hyper connu. Bref. Ok. Je l'ai commencé, j'ai pas continué. Mais non, si, je vais continuer. C'est très cool. C'est très bien. En tout cas, les débuts sont très bien. Trop bien. Bref. Question qui n'est plus du tout une question originale, puisque tout le monde pose cette question là maintenant. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es foiré, quoi? Mais 100%. Et en fait, moi, justement, j'en parle souvent, mais le rapport à l'échec, il est hyper... Enfin, je l'ai beaucoup travaillé parce que de base, je pense... Hyper important. Ouais, quand t'es en France, forcément, t'as été élevé dans la culture de l'échec, c'est pas bien. T'es nul quand t'échoues. Dès le plus jeune âge, dès l'école, au tout début, genre on te dit si t'as pas des bonnes notes, si t'es pas au top, t'es nul, tu feras rien de ta vie, t'es un incapable. Du coup, on est tous complètement conditionnés. L'échec, c'est pas bien, il faut surtout pas que ça arrive. C'est le plus gros fléau, je pense, des gens. Enfin, genre, tu peux pas te lancer, passer à l'action, faire un max de trucs si t'as une peur bleue d'échouer, parce que t'as beaucoup de chances que t'échoues, en fait. Donc, et tu le sais. Enfin, tu le sais quand tu lances un business, il y a énormément de chances que t'échoues, et au bout d'un moment, ça marche. Mais du coup, si t'es tétanisé par rapport à l'échec, forcément, tu passes pas à l'action, forcément, tu tentes rien. Tu préfères ne rien tenter que d'échouer. Et du coup, moi, je me suis rendu compte de ça rapidement. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je travaille là-dessus. Il faut que j'associe l'échec à quelque chose de neutre, voire même positif. C'est ça. Sûr. Genre, maintenant, je me dis, et vraiment, je le pense réellement au fond de moi, c'est que si j'échoue royalement, je vais tellement en apprendre, je vais en tirer tellement de leçons, ça va tellement me faire grandir, que la fois d'après, je vais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que ce que j'aurais jamais pu aller. Et on parlait de Bali tout à l'heure, mais moi, Bali, ça a été... vraiment, je suis retombée Qu'est-ce qui s'est passé, de alors, ouf. en fait En gros, l'été, c'était autour de juillet, je me suis séparée du coup de mon ex que je te disais tout à l'heure. C'était une longue relation? Ouais, 5 ans, on habitait ensemble et tout, donc vraiment, c'était hyper dur, et ça s'est terminé à cause de mon taf, en gros, parce que difficile pour lui de supporter l'écart, de supporter l'argent, etc. Et du coup, en gros, je te la fais très courte, mais au lieu de prendre du temps pour moi, pour vivre ma rupture, je suis sortie, j'ai fait la fête tout l'été, voilà, parce que c'était l'été, je me suis amusée. Ensuite, j'étais à Bali, je me suis dit, à Bali, je vais me retrouver avec moi-même. C'était pareil, je suis grave sortie. J'ai fait la fête et j'ai pendant 6 mois laissé mon business petit à petit de côté, tu vois. Alors là, j'étais plus du tout obsédée par mon business. Ouais. Au contraire, genre j'étais moi, c'est vraiment tout le temps tout et rien, genre, soit c'est une catastrophe et rien qui va, soit tout est au top. Et du coup là, ça allait pas du tout. J'ai fait un lancement en septembre me disant ça va me relancer. Je voulais faire 30 ventes, j'en ai fait 3, donc j'étais en mode ok, c'est bon, c'est ciao mon business, j'ai tenté. Combien de fois ça m'est arrivé, ça? C'est bon, oui, de ouf. Mais moi là, sur le moment là, je me dis ok, j'étais en mode c'est la rentrée, je vais me remettre à fond dedans, etc. Je me prends ce mur là. En temps normal, je me serais dit, vas-y, je recommence. Mais là, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de faire ça. Alors que j'avais déjà plein de clientes, mais tu sais, vu que j'avais mon équipe, le fait que moi, je bosse plus, juste, je faisais pas rentrer de nouvelles personnes, mais mes clientes étaient toujours accompagnées, quoi. Bien sûr. Donc je me disais, bon, tu sais quoi, tant pis. Et j'étais dans un tourbillon où genre j'avais tellement peur de voir la réalité en face, de voir que mon business il se cassait la gueule, que j'avais plus de mecs, plus d'appart, que je savais plus quoi faire, etc.
Et ça me paraissait tellement dur d'affronter la réalité là, que je me disais, bah, tu sais quoi, plus tard. Et je sentais que ça commençait à gonfler. Genre, il y avait une angoisse tous les jours et juste je la mettais de côté. Parce que je suis hyper sensible et du coup, quand c'est trop intense, j'ai tendance à éviter, tu vois, me dire, bon, je ferai plus tard. Sauf que au bout d'un moment, ça te revient en pleine gueule, mais vénère. Mais ouais, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé, du coup, quand je suis rentrée de Bali. En décembre, je reviens chez mes parents, du coup, à Metz. Cette ville, je déteste clairement. Il fait moche, l'enfer. Mais mon business, ça faisait 6 mois que genre, je dépense de l'argent, je vis ma meilleure vie, mais j'en fais pas plus trop rentrer. J'avais oublié de payer ma TVA. Enfin bref, plein de dingueries financières, tous les niveaux. Hein, vraiment, à tous les niveaux, ça n'allait pas du tout. Pareil, mon hygiène de vie, ça faisait 6 mois que je faisais la fête, je faisais plus de sport, je buvais de l'alcool, etc. Donc j'étais pas au top. Bref, j'étais au bout de ma life. Je suis rentrée à Metz, j'étais au bout de ma life. Je faisais plein de crises d'angoisse, je m'endormais hyper tard. Je me réveillais à 11h, je scrollais sur TikTok, je faisais plus rien. Ça a duré 2-3 semaines. Et ma mère qui m'a sauvée, encore une fois, là, elle m'a dit, tu sais quoi, tu te lèves, tu vas... J'avais rencontré des gens, des entrepreneurs à Paris. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je vais déménager à Paris pour me remettre dans une vibe un peu entrepreneur. Dynamique. C'est ça. Donc, j'ai déménagé à Paris. Je me suis inscrite à la salle de sport. J'ai été voir une psy. Enfin, j'ai vraiment repris chaque chose. Plan d'action. Et ouais, c'est ça, plan d'action. Et mon objectif, c'était d'ouvrir mon ordinateur et de bosser 2 heures par jour au début. Donc, on est bien loin de là, aujourd'hui, 7 jours sur 7. Voilà, non, tu vois, grave. Vraiment. Toi, je te le dis, ça fait comme ça, tu vois, vraiment. Et je me disais juste, 2 heures... Tu dois faire que des choses que tu kiffes faire, donc créer du contenu, être avec ton audience, voilà, faire des choses qui te font kiffer. Et du coup, bah voilà, petit à petit, je travaillais 2 heures, j'avais vraiment la boule au ventre, mais je me disais, ok, bah je vais faire une story pour expliquer ça, je vais faire un podcast pour partager comment je me sens, expliquer comment est-ce que je vais reprendre les rênes de ma vie, etc. Et du coup, bref, c'était tout en bas. Et je sais plus pourquoi. Ah oui, l'échec. Et du coup, oui, je pense que c'est le fait d'avoir été aussi bas, petit à petit, je suis remontée. Et en fait, bah, encore une fois, j'ai une rage de me dire, genre, il faut absolument que je me montre que cette période, elle est terminée. Et j'ai été tellement bas que ça m'a donné une déterre, en fait, de me dire, je vais aller plus loin que ce que j'aurais jamais pu faire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé ensuite l'année suivante. Ça a vraiment fait ça. Et c'est reparti beaucoup plus loin. T'as retrouvé ton énergie, quoi. Mais 100%. Et j'ai retrouver une énergie que j'avais jamais eue de toute ma vie, tu vois. Et comment tu t'es reconnectée à ton programme, à ta mission ? Je pense que en fait, je sais que ce qui me donne du bonheur, c'est de voir les retours des femmes qui me disent « T'as changé ça, grâce à toi, je suis comme ça, tu m'as permis ça, etc. » Et en fait, simplement, le fait de retourner dans le Slack déjà de Boost Ton Biz, le fait de reparler à mes clientes, leur poser des questions, savoir comment elles allaient, parler à mes abonnés, faire du contenu très transparent, très authentique, très vulnérable pour aussi inspirer, connecter, avoir des retours. En fait, je me suis reconnectée à ma communauté, à mes clientes et à leur retour. Et en fait, quand il y a des meufs qui me disent « T'as changé ma vie », moi, je suis en mode j'ai envie de me mettre à bosser pour qu'on me dise encore plus ça, pour avoir encore plus d'impact. Et du coup, petit à petit, le cercle vertueux est revenu parce que j'ai commencé à avoir de plus en plus de retours à nouveau. Donc, je recréais plus de contenu. J'étais plus proche de mon audience. Donc, j'avais à nouveau plus de retours. Et en fait, petit à petit, j'ai utilisé ça pour me remettre dedans. Et à côté de ça, psy, sport, méditation, journaling, classique, quoi, lecture, promenade, voilà. Thérapie, t'es toujours en cours ? Non, ça fait... Ah, c'était court ? Ouais, ça fait 1 an. Enfin, ça a un peu moins d'1 an, c'était. Très bien. Ouais, t'en as plus ressenti le besoin Non, là, après. J'étais en mode, j'y vais, je sais pas de quoi parler, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, ça reviendra probablement à un autre moment, mais là, en ce moment, je n'ai pas besoin, quoi. Enfin, je ressens pas. J'y allais et je me disais, j'ai pas grand-chose à partager, là, tout va bien, etc. Donc, en vrai, j'ai souvent été dans ma vie, mais par phase, par... 4 mois, 1 mois, pas 1 mois, 1 an, 6 mois. Et voilà, donc là en ce moment, non, mais ça reviendra peut-être, quoi. Parfait. Voilà. J'ai regardé pas mal de contenu, comme je te disais, sur toi. Et ce qui me fait triper aussi, sur ton cas, Margot, dis-moi, c'est qu'en fait, tu vois, tu vas générer beaucoup d'argent.
Et en fait, tu vas pas être là. Donc, je pense que tu vas passer cette étape aussi, après, où tu vas investir ton argent, tu vas le répandre d'une autre manière. Mais je trouve ça aussi hyper stylé que tu dises... Enfin, moi, je meurs de rire. Enfin, on te voit prendre l'avion en business, elle se loue une villa de malade pendant 3 jours pour décomposer. Mais tu me fais taper des barres. Vraiment. Et en fait, je trouve ça cool parce que finalement, il y a plus ce côté culpabilisant. On se dit, elle gagne du fric, mais elle le dépense. Et elle est pas là en mode, voilà, j'ai déjà fait mon plan sur 10 ans. Zéro. Et ça, c'est un truc, un truc que j'ai pas du tout en commun avec la plupart des gens dans l'entrepreneuriat. Surtout les mecs, je pense. Surtout les mecs, voilà, qui sont vachement en mode là, optimisation, on crée un empire, on place ça là, ça va prendre des pourcents, etc. Alors moi, je sais que factuellement, ce serait intéressant que je m'y mette et je vais potentiellement m'y mettre, mais jusque-là, vraiment, je dépense, je kiffe ma vie juste. Et moi et mes proches, tu vois. Et genre, je suis en mode, je vis des expériences de ouf, j'en fais vivre des expériences de ouf à mes proches, je kiffe, genre vraiment juste là, et je me dis tout le temps, et ça, c'est un truc que j'ai depuis que je suis toute petite. Je sais pas pourquoi je me dis, genre, j'ai pas peur de mourir, mais je me dis, genre, je peux mourir n'importe quand, tu vois. Et je sais pas, et pourtant, j'ai jamais été, moi, confrontée à la mort ou quoi, mais j'ai toujours ce truc de me dire, voilà, si je meurs demain, est-ce que les choses que j'ai vécues jusque-là me satisfont et me font me dire, ok, t'as fait ce qu'il fallait et t'as kiffé. Et en fait, je me dis tout le temps ça. Et j'ai pas envie de me dire oui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce qu'on sait jamais. Et moi, j'ai envie de kiffer maintenant. Et dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera une autre... j'y penserai à un autre moment, quoi. Complètement. Et t'as trop raison. C'est hyper intéressant. C'est quoi ton rapport à la mort, du coup ? Alors moi, j'ai pas du tout peur de mourir, dans le sens où, genre, je me dis que si je meurs demain... c'est limite, c'est pas ok, parce que j'ai envie de vivre plein de trucs, et ça me ferait chier pour mes parents et surtout pour mes proches, mais pour moi perso, je me dis, si je meurs, c'est la fin, de toute façon, voilà, c'est fini. J'aurais kiffé là depuis ces 4 dernières années, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour kiffer un maximum ma vie. Et du coup, là, maintenant, je suis grave ok et tranquille avec l'idée de mourir. Et c'est ouf. Il y a beaucoup de gens qui sont hallucinés quand je dis ça, parce que vraiment, j'ai profondément aucune peur. Genre, je me dis vraiment, le pire qui peut m'arriver, c'est de mourir là en prenant le Uber en rentrant chez moi. On va du bois. Mais c'est... Et si ça arrive, ce serait horrible pour mes proches, mais moi, j'aurais vécu une vie cool, tu vois. C'est ouf. Et tu vois, c'est marrant, j'ai déjà pensé à ça. Je me suis déjà dit, je pense qu'on a peur de la mort parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire. Et je pense que justement, exactement comme tu dis, plus on fait ce qu'on a envie, plus on s'épanouit et plus cette peur, en fait, diminue. J'avoue. Parce que là, en fait, de mes 24 ans, j'aurais pas pu faire beaucoup plus que ce que j'ai fait jusque-là. Et en fait, j'ai envie de continuer à me dire ça tout le temps. À mes 26 ans, à mes 30 ans, à mes 40 ans, je me dis à chaque fois, si je meurs demain, toute ma vie, j'aurais fait le plus de choses que je pourrais faire et j'aurais kiffé le plus possible. Et ce sera cool, tu vois, ce sera ok. Ouais. Et t'as complètement changé de vie aussi, parce que maintenant, du coup, tu vis la majeure partie de ton temps à Dubaï. Non, Paris, là, en ce moment. Mais ça va changer. Là, Paris. Mais tu vas retourner à Dubaï ? Je vais aller à Dubaï, je pense, 4-5 mois, 6 mois dans l'année. Consécutif ? Et Paris... Non, je pense que je vais faire un mois ici, un mois là, un mois là. En fait, je sais pas où j'ai envie de vivre. Je sais pas où j'ai envie de me poser. Là, je suis restée 2 mois à Paris, c'était trop cool. Avant, j'étais restée 2 mois à Dubaï, c'était incroyable aussi. Ça coûte cher, la vie là-bas, quand même ? Ça coûte cher, mais c'est pas si différent de Paris, en vrai. Ah ouais ? Non, c'est pas si différent de Paris. C'est pas plus cher que Paris. C'est comme Paris, à peu près. Ok. À peu près. Ça dépend où tu veux. Ouais, ça dépend tu peux manger pour pas cher si tu veux. Tu peux manger pour cher si tu veux aussi. Les taxis, c'est beaucoup moins cher que Paris. Ah ouais, ok. Ça dépend. Les loyers, c'est relativement pareil. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Mais il n'y a pas ce truc où tu dois payer 1 an d'avance ton loyer ? Non. Ah bon ? Non. En gros, tu peux. Si tu le fais, tu peux le négocier, ton loyer. D'accord. Tu peux le payer moins cher. Ah, t'enlèves un mythe de mais ouf. Mais sinon, non, tu peux payer... Je crois que c'est quand même 2 mois, il me semble, de loyer au début. Ouais, mais donc c'est relou, mais c'est pas un an, c'est pas du tout un an, tu vois. Rien à voir. C'est comme si t'avais une caution en France. Ouais, c'est ça, exactement. Donc rien à voir. Donc franchement, c'est kiff. Donc t'as changé drastiquement de manière de vivre. Ouais, carrément. Et en vrai, Dubaï, ça a l'avantage de le soleil. Tellement important. Genre moi, tellement important. Alors là, la grisaille de la France, c'est dur à cette période-là, vraiment. Dans le sud, t'as le dur. soleil. Oui. T'es où toi de base ? Enfin là, en ce moment, tu vis où ? Côte d'Azur. Ah, sympa. Oui, mais oui. niveau, comment dire, stimulation intellectuelle, vibe entrepreneur, tu te sens quoi ? C'est ça. Parce qu'au début, je me disais, moi j'ai vécu à Marseille un petit peu. Bon, la ville, c'était pas forcément ma ville préférée, mais le soleil, la chaleur, c'était incroyable.
Et je me suis dit, si j'ai envie de vivre en France, ce sera peut-être dans le sud. Mais il me manquerait 100% le fait d'aller vite. Et moi, j'aime bien vraiment les grandes villes où il se passe plein de trucs. L'énergie, tu vois. Oui, c'est ça. T'as envie de te lever le matin, t'as plein de trucs, ça bouge. T'as toujours un truc à faire. Les gens, il y a plein de gens, plein d'opportunités, plein de trucs à faire. Et Dubaï, c'est niveau entrepreneur, c'est extrêmement... c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est hyper facile comparé à Paris. Hyper facile de rencontrer des gens et de créer des liens. Parce qu'en fait, personne n'est dans son pays là-bas. En tout cas, dans l'entrepreneuriat français, tout le monde est à Dubaï pour la même chose, à savoir faire du réseau, rencontrer des gens, faire des trucs stylés, développer leur bise. Et du coup, n'importe quelle personne que tu rencontres va te dire tiens, viens, il y a une soirée là-bas, je peux t'inviter, machin. Et du coup, tu rencontres un tel. Et en fait, de fil en aiguille, les connexions, elles se font hyper rapidement. Naturellement. C'est facile. Tu peux y aller tout seul, tu rencontres des gens faciles, il n'y a aucun problème. C'est trop bien. Et donc ça, plus le climat, plus le fait que, je sais pas, là-bas, tu sens que les gens sont là pour bosser. À l'inverse de Bali, c'est ça? À l'inverse de Bali, 100%. Ouais. Bali, vraiment, les gens qui arrivent à... Font du surf. Ouais, dans Bali, t'as pas envie de te lever, de faire 6h, 22h, de travailler de ouf, tu vois. Bon, en tout cas, Dubaï, incroyable. Paris, je kiffe aussi. Donc, je vais voir un petit peu, je me mets pas de pression. Voilà. À voir où je vais vivre. C'est trop cool. Et juste pour terminer sur Dubaï, au début, moi, je faisais partie de la majorité des gens à dire non, mais attends, c'est vraiment tout le monde va là, c'est de la merde, je comprends pas, enfin, tu vois, genre 2 ans. Et en fait, j'aime pas avoir une opinion juste parce que la majorité pense quelque chose. Moi, je pars du principe que la majorité n'a pas forcément raison, tu vois. Donc, je vais aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi ils y vont, etc. Bon, après, ce qui me fait chier, c'est le côté écologie, etc. Je suis pas du tout alignée avec ça, tu vois. Par contre, j'ai envie de voir ce qui s'y passe. Ouais, carrément. Je vais peut-être y aller en mars. Oui, mais tu me dis. Avec une pote. Je te dirais, carrément. Mais je veux voir. Je veux voir ce qui s'y passe. C'est ça. Et je comprends de ouf que c'est hyper controversé et à juste titre. Mais si on se met sur la partie vraiment développer son biz, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'y suis allée, mais genre, quand j'ai été, je partais pour 1 mois de base. Et donc, je partais avec mes a priori. Et il n'y a pas un moment dans ma tête où je me disais peut-être que je vais vivre ici. Enfin, c'était pas du tout un truc que je pouvais envisager. Vivre à Dubaï, j'étais en mode Dubaï, comme tout le monde, tu vois. Et en fait, comme tout le monde, tous ceux qui ont envie de rester là-bas, finalement, tu te dis, mais genre, pour ton biz, et moi, je me verrais pas y vivre, avoir des enfants là-bas, etc. Alors, c'est vraiment dans les années où je suis en pleine croissance et où je suis déter, où j'ai envie de faire plein de trucs, vivre 3-4 ans à Dubaï et prendre tout ce que je peux prendre de Dubaï, c'est un plan qui me parle bien, tu vois. Complètement. Donc voilà. Pour terminer cette interview, bien que je n'ai aucune envie de la terminer. Non, mais ça va si vite. On est bien, hein. Vraiment. Ton objectif là de cette année, on en parle quand même rapidos, et après on passe aux 3 questions. J'ai toujours 3 questions rituelles. C'est de faire 1 million par mois. Non, c'est de faire 8 millions à l'année. Ah, je pensais que c'était 1 million. En gros, c'est 1 million au premier lancement, 2 millions au deuxième lancement, et essayer de faire 3 comme ça. Ça va ? Bah ouais, ça va. Mais tu sais, en vrai, moi, je toujours me mets des objectifs lunaires, et après, encore une fois, si je les atteins pas, en vrai, je m'en fous, tu vois. Genre, je vais me donner ma vie pour les atteindre. Mais si j'y arrive pas, c'est pas un problème, tu vois. Parce que justement, l'échec, il est là. Ce sera peut-être cette année, peut-être le prochain lancement, peut-être je vais faire une année horrible parce qu'il va se passer plein de trucs. Et ça me dérange pas du tout de potentiellement échouer. C'est pour ça que j'ai pas de problème à me mettre des objectifs hyper élevés. Si je les atteins, c'est trop bien. Si je me foire royalement, c'est vraiment OK. J'ai fait un gros travail là-dessus, mais je pourrais me foirer royalement l'année prochaine. Je serais en mode, je retente celle d'après, c'est OK, tu vois. Ouais, et puis, phrase ultra bateau, mais du coup, qui se prête vachement à ton process, on va dire, de ta manière de fonctionner. Tu vises la lune, tu tombes dans les étoiles. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que t'as un objectif de 8 millions de CA. Bon, si tu fais 5 millions ou même 3 millions... Je pense que ça ira. Tu vois, ça va aller. Ça ira. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et du coup, moi, je me dis toujours, je vise vraiment, exactement, je vise la lune, et il y a de grandes chances que je me foire. Mais si je me foire, j'aurais quand même été plus loin que si j'avais visé un truc atteignable. Et tout le monde n'est pas OK avec cette façon de fonctionner. Parce que moi, il y a plein de clientes où si elles se mettent un objectif trop haut, ça les bloque complètement. Ouais. Donc soit faut se connaître aussi. Moi, je sais que si je me mets un objectif, je sais que je vais l'atteindre. Je vais pas être motivée pour travailler. Tu vois, je vais être en mode vas-y, je fais le minimum strictement parce que je sais que ça va être facile.
Alors que si je me donne un objectif où je sais, parce que là 8 millions, je pense pas pouvoir le faire, tu vois. Genre au fond de toi, je pense que il y a un truc où je me dis je peux le faire, mais factuellement il y a plus de chances que j'y arrive pas, tu vois. Oui, factuellement. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais du coup, la petite chance d'y arriver me pousse assez pour y aller, et l'énormité de chances que j'y arrive pas me dit, si j'y arrive pas, je m'en remettrai et je ferai avec, quoi. Complètement. Donc voilà. Ouais, c'est ouf, c'est hyper intéressant. J'aurais bien aimé pousser plein d'autres sujets. Tu vois, même le sujet des objectifs, je trouve ça hyper intéressant. Je vais arrêter, sinon je vais me faire engueuler par l'équipe. Mais tu vois, moi, je conseille de se fixer que 3 objectifs. Et en fait, c'est un conseil que je ne conseille pas à tout le monde parce que moi-même, il m'a desservi. C'est-à-dire que du coup, je me fixais un petit, un moyen, un grand, technique super connue. Ouais, bien sûr. Et en fait, qu'est-ce que je faisais ? Le petit. Bien sûr. Bah oui. Oui, ou le moyen, à la limite du moyen, oui, bien sûr. Et du coup, c'était toujours médiocre. Tu vois ce que je veux dire ? 100%. Donc le fait de te fixer un objectif, moi, ça m'a toujours fait peur, mais du coup, là, j'ai plus envie d'évoluer vers ce type de stratégie mindset, tu vois. Parce que encore une fois, tu te fixes le grand objectif, tu iras plus loin que si tu t'es pas fixé. Et si tu l'échoues, vu que c'est un grand objectif, c'est normal d'échouer, entre guillemets, tu vois. C'est normal de pas l'atteindre parce que c'est impossible factuellement, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, je suis OK avec l'échec et ça me motive quand même de ouf pour m'en rapprocher le plus possible. Complètement. Voilà. Trop bien, trop cool. Plein de bonnes clés, tu vas donner trop la patate aux auditrices et je sais qu'on va avoir des bons retours sur cet épisode, c'est sûr. Cool. Même à moi, tu vois, tu me donnes plein de bonne énergie, j'adore, très très bonne énergie. 3 petites questions pour finir. Quel était ton rêve de petite fille ? Être patronne et gagner plein d'argent. Ah oui, c'est vrai que tu es née. La meuf, elle voulait être millionnaire. Elle est née, elle a dit à sa mère, je veux être millionnaire. Vraiment, ma famille était en mode, qui est cette personne ? Mais bon, voilà. Clairement, c'était ça. Mon rêve de petite fille était d'être chef d'entreprise. Trop bien. Vraiment. Réussi. Donc, check. Check, vraiment. Parfait. Une petite phrase, un mantra ? Tout est possible. Non ? Classique. Mais un peu mieux, s'il te plaît. Non, je rigole. Vraiment, moi, c'est mon mantra numéro 1. Ouais, mais j'adore. Je peux tout faire. C'est possible. Ouais, rien n'est impossible. Ouais, c'est vrai. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie ? Être actrice, ne pas être ne pas subir et être vraiment prendre les rênes, passer à l'action, faire des choses, être maître de ses choix, de ses décisions, de passer à l'action, quoi. Complètement. C'est ça, tu dirais. J'adore. C'est quoi ta définition à toi ? J'en ai plusieurs, mais je pense que c'est vraiment être. Moi, j'ai toujours dit que avant de faire mon burn-out, je me sentais pas actrice de ma vie et surtout pas la protagoniste de ma vie. Et je pense qu'être la locomotive de sa vie, c'est être la protagoniste de ta propre vie, être capable de faire tes propres choix, alignés avec tes désirs. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vivent une vie où ils refoulent leurs désirs, leurs valeurs, etc. Du coup, t'exploses dépression, anxiété, burn-out, etc. Donc c'est être la protagoniste de ta vie, je pense. Trop bien. Concept incroyable. Ouais. Je te laisse, Margot, en gros, faire le petit mot de la fin. Donc, il y a les auditeurs qui écoutent sur les plateformes d'écoute et il y a aussi ceux qui regardent sur YouTube. Donc, l'idée, c'est de regarder la caméra qui est là. Et comme tu es plus une pro que moi sur YouTube, je te laisse faire une fin d'épisode. Très bien. Bien, écoutez, mesdames, merci de nous avoir écoutés. C'était très, très sympa. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment et que vous allez en ressortir plus énergique, plus dynamique avant de commencer cette interview. Je vous souhaite une très belle journée. Merci encore, Sandra, pour l'opportunité. C'était incroyable. Avec plaisir. À très vite. Bye. Et abonnez-vous à la chaîne. Oui, bien sûr. Évidemment. J'oublie le plus important. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Bien évidemment. Salut, Margot. Salut, à bientôt. À très bientôt.